Chapitre 1 Sans maudire. Je n'avais encore rien dit. Depuis la première plainte déposée par Madame Ndayari le 20 octobre 2017, j'étais resté silencieux. Plus d'une trentaine de journalistes m'avaient contacté, et ma réponse, par mon silence, était toujours la même. Je n'ai rien à dire aux médias, je fais confiance à la justice. Je m'y suis tenue. J'étais arrivée à Paris le 30 janvier 2018, en provenance du Moyen-Orient où je participais à un séminaire. Le même jour, j'avais vu mon avocat, maître Yassine Bouzrou, afin de préparer mon audition. J'avais été convoquée par la police pour être entendue le lendemain, et nous ne savions pas encore s'il s'agirait d'une audition libre ou d'une garde à vue. J'ignorais tout de ce vocabulaire et de ses subtilités, n'ayant jamais eu affaire à la justice, ni en France ni ailleurs. Mon avocat m'avait expliqué les différents cas de figure, une audition de quelques heures ou une garde à vue pouvant se prolonger jusqu'à 48 heures. Il me suggéra de me préparer à tout, ajoutant qu'il pouvait en résulter que je sois placé sous le statut de témoin assisté, ou que je sois mis en examen. Sans doute pourrais-je ressortir libre, mais l'emprisonnement, selon lui improbable, au vu du dossier, était toutefois envisageable. Maître Bouzrou n'avait pas eu accès à ce dernier. Mais compte tenu des déclarations folles et totalement invraisemblables des plaignantes dans les médias, et des éléments factuels qu'il avait fait parvenir au parquet, il lui semblait que le dossier ne tenait pas. Il était confiant, mais il ne manqua pas d'ajouter « Tout est possible, surtout vous concernant ». Je le savais bien sûr, et le pire des scénarios avait traversé mon esprit. Je me suis néanmoins rendu à la convocation de la police avec détermination et confiance. J'allais enfin pouvoir m'exprimer, donner ma version des faits et répondre aux questions de ceux qui, bon gré mal gré, allaient traiter le dossier comme il se devait, loin de la tempête médiatique et de l'instrumentalisation politique. Il n'y eut aucun suspense. À peine entré dans le commissariat, on me pria de remettre mon passeport et de déposer mes affaires pour la garde à vue. Je m'exécutais, suivant scrupuleusement les conseils et les directives de mon avocat. Après une courte attente, nous fûmes invités à nous rendre dans un bureau. Le commissaire nous accueillit avec sa collègue en charge de l'enquête. En face de nous, une caméra nous filmait et enregistrait mes propos. Mon avocat m'avait informé de la façon dont pouvait se passer une audition. Il m'avait prévenu que l'attitude de la police pourrait me paraître rude, grossière, hostile, et que les questions pourraient être très intimes, le langage parfois cru et sans délicatesse. J'avais le droit, m'avait-il précisé, de ne pas répondre aux questions relatives à ma vie privée et que je jugeais étrangères au cadre de l'affaire. Je m'attendais naturellement à ce que l'on me demandât tout d'abord de livrer ma version des faits et que l'on considérât mon point de vue. Il n'en fut rien. Dès les premières questions, l'interrogatoire était orienté. C'est à partir de la véracité présupposée des accusations que l'on me questionnait. On avait cure de ma version. Ce qui importait, c'était que je dévoile ma vie privée, mes pratiques sexuelles, mes relations avec ma femme en particulier et les femmes en général. Un individu lambda qui se serait appuyé sur ce qu'avaient rapporté les médias n'aurait pas mené différemment l'interrogatoire. Ma parole ne comptait pas. Il était évident que les accusations des deux femmes étaient fondées
puisqu'elle disait la même chose. La forme, la substance et la tonalité de l'interrogatoire allaient toutes dans cette direction. Elles étaient exclusivement à charge et les questions posées semblaient devoir confirmer ce qui était déjà su et connu. J'avais jusqu'alors refusé de répondre aux questions des journalistes. Pressé par le temps et assoiffé de scoops, avec l'intention de m'en remettre à la justice dont j'attendais une enquête, des vérifications, un minimum d'objectivité dans l'énoncé des hypothèses. Dès les premières questions, je comprenais qu'aucune enquête digne de ce nom n'avait été menée sur les deux femmes. Elles semblaient être les victimes avérées autant que j'étais le coupable idéal. Tout se passait comme si un couvercle se refermait sur moi, présumé coupable, dès le moment où j'avais passé le seuil de ce bureau. L'attitude du commissaire et de sa collègue était peu professionnelle et ostensiblement hostile. L'incompétence le disputait à la mauvaise foi. Il tenait un coupable, quoi que celui-ci dise, quels que fussent ses arguments. La cause était entendue. Restait à la confirmer. Mon avocat s'en rendait compte, comme moi, au fil des interrogatoires successifs, et il intervenait de plus en plus souvent pour contester l'orientation de telle ou telle question, voire la façon très approximative avec laquelle mes réponses étaient retranscrites. Il apparaissait, par exemple, que j'aurais affirmé, entre autres fautes de forme et de retranscription, que j'étais chiite, et que le mariage temporaire n'existe pas dans cette tradition de l'islam. C'était l'exact opposé de mon propos, et les exemples de ces curieuses retranscriptions étaient légion. Durant les pauses, entre les interrogatoires, j'étais placée dans une cellule, seule. Pendant l'une de ces attentes, je me suis souvenue de ces jeunes Français des banlieues, noirs, arabes, roms ou d'origine immigrée dont certains m'avaient parlé de leurs déboires avec la justice. Ils se sentaient floués, peu respectés et déjà accusés à cause de leur nom, de leur faciès, de leur origine et ou de leur couleur. Le souvenir d'un jeune homme m'est revenu avec vivacité. Il était venu me voir à la suite d'une conférence à Strasbourg et m'avait confié « Nous, on est coupable avant l'enquête. On est coupable de toute façon, par définition. » On avait trouvé son nom et son numéro de téléphone sur un papier, lequel était dans la poche d'un ami d'une personne soupçonnée. Il n'en avait pas fallu plus. Il avait passé 4 ans en prison sur une décision du juge Bruguière, avant d'être finalement relâché sans qu'aucune charge ait été retenue contre lui. Sans explication ni excuse. Il venait de sortir de prison, il était un peu perdu. Sa sœur l'avait emmené assister à ma conférence pour lui changer les idées. En me parlant, il pleurait, et ses larmes exprimaient autant la souffrance que la révolte. Dans ma cellule, ses mots et son visage me sont revenus en mémoire. Sa colère et sa tristesse prenaient soudain une tonalité différente. J'étais là, derrière ces barreaux, et je ressentais cette même injustice, cette même impuissance, cette même colère contenue. Durant tout le temps de mon incarcération, son visage, ses larmes et ses mots m'ont accompagné de façon récurrente, avec ceux de tant d'autres individus que la justice n'avait pas respectés, ceux à qui la justice n'avait pas rendu justice. L'attitude des 2 policiers était particulièrement déplaisante et mal intentionnée. Ils avaient lu,
relevait-il, que je pensais qu'il s'agissait d'un complot, que des ennemis m'en voulaient. Le commissaire apportait ses propos avec un sourire en coin et sur un ton un peu méprisant. J'avais beau dire que je n'avais rien dit de tel, ce ne l'intéressait pas. Il n'était pas trop clair, somme toute, que je niais l'évidence. Je constatais que la rumeur et le tribunal médiatique orientaient l'attitude de ce commissaire désagréable et cynique. Et moi qui m'attendais à ce que la justice, au contraire, analyse, enquête, pondère et fasse la part des choses. À la fin des interrogatoires, il est même arrivé que le commissaire fasse des remarques sur les commentaires relatifs à ma garde à vue postés sur le net. Ainsi, juste avant la confrontation avec Madame Paul Emma Aline, entre guillemets Christelle, il lance à haute voix à ses collègues, devant moi et avec un grand sourire, « Ça s'agite grave sur la toile », comme s'il était satisfait du succès de l'entreprise. On parlait de son commissariat. Les médias venaient en effet d'annoncer que la dite plaignante y était arrivée. Mon avocat, choqué, l'apprit lui-même en consultant les dépêches sur son téléphone. La télévision, la radio et la presse l'informaient qu'une confrontation allait avoir lieu. Maître Bouzeroux s'emporta et exigea des explications. Comment les médias pouvaient-ils être au courant de tout sans que nous soyons informés de rien? Nous, qui étions là, dans son bureau, devant lui. Qu'en était-il par ailleurs des précautions qui auraient dû être prises pour garantir le secret de l'instruction? Le commissaire lui répondit, sans se démonter, que c'était ainsi, que ce sont les médias, comme si lui-même subissait une fatalité dont il n'était pas responsable. Celle-ci semblait néanmoins bien maîtrisée et orchestrée de l'intérieur du commissariat et accueillie ouvertement avec satisfaction. Ces médias étaient non seulement entrés dans la tête du commissaire pour orienter son enquête, mais ils avaient aussi colonisé son bureau et l'ensemble du commissariat, attendant qu'on livrât à leur instinct de vautour le coupable gibier qu'ils espéraient. Le secret de l'instruction était un leurre et le serait tout au long de la procédure, jusqu'à ce jour. Ce cadre, cette façon de faire, ces sourires entendus et malveillants, de même que cette expression de quasi-mépris à mon égard, m'ont ébranlé. Je ne m'y attendais pas, même si j'avais été prévenue des possibles dérives de la police. C'était bien plus que je ne l'avais imaginé. Le commissaire se donnait le droit de me questionner sur tout. Rien n'était plus privé dans ma vie intime. Tout devait être exposé et révélé sans limite, sans pudeur, sans respect. J'ai refusé de répondre à de nombreuses questions, soit parce qu'elles étaient hors sujet, soit parce qu'elles étaient odieuses, soit enfin parce qu'elles ne respectaient ni ma vie privée, ni ma famille. Concernant les deux plaignantes, j'avais d'emblée affirmé les connaître et les avoir rencontrées une seule fois, respectivement en 2009, la seconde plaignante, Madame Paul Emma Aline, et en 2012, pour Madame Enda Ayari, la première plaignante. J'ai nié toute relation intime. J'avais vécu 3 mois de lynchage médiatique quotidien et déshonorant avant cette garde à vue, et je me retrouvais en face d'un commissaire hostile dont les questions étaient tantôt impudiques, tantôt sournoises. J'ai immédiatement pensé à me protéger, ainsi que ma femme, mes enfants et ma famille. Je n'ai pas dit la vérité. Mon avocat m'avait indiqué avant la garde à vue que le sujet était le viol, uniquement le viol, et non ma vie intime qui était hors sujet. C'était aux plaignantes de prouver la véracité de leurs accusations. Ces dernières
me paraissait si grossière et infondée que j'ai pensé, avec quelque naïveté, qu'il me suffirait de nier les fausses accusations de viol, de présenter les preuves qui confirmaient mon innocence, et qu'il n'y aurait rien à révéler de plus sur ma vie privée. L'attitude du commissaire et de sa collègue, les interrogatoires à charge et les répercussions médiatiques immédiates dont m'informait mon avocat dans le commissariat m'ont conforté dans mes appréhensions et m'ont conduit à m'enfermer dans cette version des faits. C'était une erreur. Une autre attitude aurait-elle changé le cours des événements ? Serais-je sorti libre de ce commissariat comme certains l'ont laissé entendre ? Il est évident que non. Aucun doute n'est permis sur l'intention du parquet, des juges et de la police de me jeter en prison. Non seulement compte tenu de la façon dont s'est passée la garde à vue, mais surtout en considérant comment l'enquête avait été menée préalablement. Seuls les éléments à charge avaient été retenus, avant même de m'interroger. Il ne cessait d'évoquer des éléments concordants, sans avoir enquêté sur les plaignantes ni sur leurs liens. Leurs mensonges, leurs versions, évolutives et contradictoires, et les invraisemblances de leurs récits n'étaient jamais relevées. Plus de 9 mois plus tard, quand non seulement j'aurais dit la vérité, mais que de nombreux éléments viendront décrédibiliser les versions des deux plaignantes, le parquet et les juges manifesteront le même acharnement et refuseront de me remettre en liberté, pour des raisons ahurissantes. Le parquet me présentera comme dangereux pour la société, une sorte de violeur en série qui n'a cesse de menacer ses victimes et qui pourrait récidiver. Ma sortie de prison pourrait, en sus, laisser croire que j'étais innocent et créer un trouble à l'ordre public. Dans les faits, mon mensonge ne fut, a posteriori, qu'un des prétextes, ils furent nombreux et récurrents, pour justifier la décision des juges, clairement prise, a priori, de m'incarcérer. Le contenu objectif du dossier n'a jamais compté pour rien dans la dite décision, ni avant, ni pendant, ni après la garde à vue. Alors que durant les interrogatoires, les questions fusent, avec l'objectif évident de décrédibiliser ma position. Mon avocat s'aperçoit de dysfonctionnements graves, tant dans la façon dont les pièces qu'il a envoyées ont été transmises, ou non, à la police, que dans la manière dont les éléments du dossier sont utilisés, ou non, par cette même police. Le commissaire ne dit rien des pièces qui ont été envoyées au juge et qui comportent les premiers échanges entre Madame Enda Ayari et moi-même. Ceci révèle pourtant que Madame Ayari a menti. Elle a situé le viol entre fin mars et début avril, alors que nos premiers échanges sur le net datent du 23 avril 2012. Plus troublant encore, comment et par qui a-t-elle pu connaître les dates de mes présences antérieures à Paris et les noms des hôtels dans lesquels j'étais descendue, alors que nous ne nous connaissions pas encore et qu'il n'y avait eu aucun contact entre nous? Petite note, ces informations ont toujours été strictement confidentielles et mon assistante ne les révèle à personne. Fin de la note. Où a-t-elle obtenu ces informations et comment expliquer qu'elle ne se souvienne plus de la date exacte de son prétendu viol? Le commissaire informe simplement mon avocat que ces éléments lui sont parvenus très tard, alors qu'ils ont été envoyés 3 mois auparavant, et que cela ne change rien à la substance de l'interrogatoire. Il y a pire. Mon avocat avait fait parvenir au parquet une référence de vol et un numéro de réservation concernant mon arrivée à Lyon le 9 octobre 2009. Selon les informations retrouvées par mon assistante dans nos anciens dossiers, j'étais arrivée à 18h35, ce qui rendait impossible une rencontre avec Madame Paul Emma Aline durant l'après-midi, avant la conférence.
Non seulement ces informations n'avaient pas été vérifiées, mais les juges n'avaient tout simplement pas fait parvenir ces éléments à la police. Maître Bouzeroux s'en étonna, tempêta et exigea des explications. Comment se faisait-il que tous les éléments à décharge ne figuraient pas au dossier? Comment expliquer que cet élément crucial n'eût pas été transmis à la police et vérifié? On lui répondit que c'était en effet étonnant, que la raison en était inconnue et qu'il s'agissait d'un simple manque de coordination administrative. Les policiers s'enquirent auprès des juges et reçurent le dit document durant le 2e jour de la garde à vue. Ils n'eurent bien entendu pas le temps de vérifier cette information de nature à rendre impossible la version de la seconde plaignante. Tout se passait comme si l'on demandait aux policiers d'instruire une enquête à charge, en opérant en amont une rétention d'informations et en dissimulant tout ce qui aurait pu décrédibiliser la version des plaignantes. L'objectif semblait assez clair, et je le comprenais toujours un peu plus au cours de la garde à vue. On se donnait les moyens de justifier ma future incarcération. On a beaucoup glosé dans les médias sur ce que l'on a appelé le faux alibi de Tariq Ramadan. J'aurais menti et tenté de tromper la justice. Il n'en est absolument rien. Mon assistante a retrouvé le vol en question et le numéro de réservation dans les dossiers de mes agendas annuels de travail. Il était donc très probable que ce fût le vol que j'avais pris, puisque la réservation avait été faite et qu'il existait une référence de dossier. Sans doute mon avocat aurait-il dû vérifier par prudence. Il arrive souvent que je doive changer de vol et que mes itinéraires se modifient au dernier moment. Il se trouve que j'étais en Andalousie les 7 et 8 octobre 2009. Les organisateurs du séminaire auquel j'étais invitée m'ont demandé assez tard de participer le 8 au soir à un débat public supplémentaire avec le romancier et sémiologue italien Umberto Eco. Je suis donc restée à Grenade et mes vols ont été changés en conséquence. Les organisateurs lyonnais, qui avaient reçu un premier email les informant de mon arrivée depuis Londres, le 9 octobre à 18h35, en ont ensuite reçu un autre de mon assistante, les informant de ce changement de dernière minute et de mon arrivée avancée, directement depuis l'Espagne, à 11h35. Petite note, ces 2 emails ont été retrouvés après coup par les organisateurs de la conférence à Lyon et remis à la police. Fin de la note. C'est ce qu'ils ont clairement et justement rapporté à la police. À aucun moment je n'ai essayé de tromper la justice, puisque j'avais reconnu avoir rencontré Madame Paul Emma Aline lors de ce séjour à Lyon et que nous avions effectivement pris un café durant un après-midi. 10 ans après les faits, j'avais dit à mon avocat que je me souvenais clairement de 2 choses. D'abord, que Madame Aline avait assisté à la conférence que j'avais donnée le 9 octobre. Et ensuite, que notre seule rencontre avait eu lieu alors qu'il faisait jour, donc au cours d'un après-midi. Si j'étais arrivée à 18h35, comme l'indiquaient les documents retrouvés, alors la rencontre ne pouvait avoir lieu que le 10 octobre, comme je l'ai clairement dit ensuite à la police. Dans les faits, cela ne changeait rien au point essentiel de ma version, laquelle demeure la même jusqu'à ce jour. J'ai rencontré Madame Paul Emma Aline dans l'après-midi. Je ne l'ai jamais séquestrée et elle s'est rendue à la conférence que je donnais le soir même. C'est ce qu'elle dira d'ailleurs elle-même à son médecin et que confirment désormais 4 expertises faciales, en français et en anglais, l'identifiant de façon probable à fortement probable sur une photo du public. Petite note. Son médecin le confirme sur la base des indications que lui a transmises Madame Aline elle-même, dans une attestation écrite versée au dossier. Fin de la note. Au demeurant, la question essentielle n'était pas là. Même si les juges ont essayé a posteriori
d'utiliser cet élément contre moi, il reste qu'ils n'ont jamais répondu à la seule interrogation qui comptait au moment de la garde à vue. Pourquoi les policiers n'avaient-ils pas reçu cet élément potentiellement à décharge ? Avec quelles intentions et quel objectif l'enquête était-elle sciemment orientée, tant par le procureur dans sa gestion des pièces, que par les policiers au cours de leurs enquêtes de terrain ? Malgré les incohérences des accusations, les mensonges avérés des plaignantes et les relations que ces deux plaignantes entretenaient entre elles et avec d'autres personnes, j'y reviendrai, le commissaire restait focalisé sur les éléments susceptibles de confirmer ma culpabilité. Le reste ne comptait pas. Petite note. Elles ont d'abord nié ces relations, jusqu'à ce que des preuves de leurs échanges les obligent à revenir sur leurs déclarations. Fin de la note. La confrontation avec Madame Paul-Emma-Aline ne nous a donc pas été annoncée. Mon avocat l'a apprise au dernier moment, sur Internet, par les médias. On voulait nous prendre par surprise, comme ce doit être l'usage. Durant l'interrogatoire croisé, l'attitude des policiers à l'égard de la plaignante ne ressemblait en rien à ce que j'avais vécu pendant les 10 heures précédentes. Ils étaient bienveillants, aimables et tout à l'écoute. L'avocat de Madame Aline était traité avec les mêmes égards. Maître Éric Morin a demandé au commissaire, de répéter systématiquement mes réponses puis ses questions, car, disait-il, on entendait mal. Le commissaire s'est exécuté. Ce temps suffisait à Maître Morin pour écrire certains arguments que sa cliente se contentait de lire, puis d'intégrer à ses propres réponses. Le déroulement de cette confrontation était sidérant. Le commissaire me demanda ensuite si j'avais une cicatrice sur le corps, et je répondis par l'affirmative. Dès cette confirmation, il n'était pas important que la description de Madame Aline ne corresponde en rien à la réalité. Il tenait sa preuve. Petite note. Elle ne se rappelle plus l'emplacement exact et parle d'une cicatrice d'1 à 2 cm, alors qu'elle mesure 8 cm. Fin de la note. Peu importaient les contradictions de sa plainte. L'impossibilité même de séquestrer quelqu'un dans une chambre d'hôtel, ses versions changeantes ou encore les dates des expertises médicales, postérieures de près de 3 semaines au 9 octobre. Petite note. Le contenu de ces certificats médicaux tardifs ne confirme en rien la version de Madame Aline. Le médecin se contente de rapporter ce que sa patiente lui dit quant à la cause de ses douleurs. Une agression. Tout en relevant qu'il constate une poussée d'hémorroïdes. Fin de la note. Cela donc ne comptait pour rien. L'affaire était entendue. Mon avocat décide alors de poser un certain nombre de questions à la plaignante. Il faut donc systématiquement les répéter à la demande de Maître Morin, puis attendre que le commissaire les retranscrive. Ce qui laisse amplement le temps à Maître Morin d'écrire la plupart des réponses pour sa cliente, laquelle s'en inspire à loisir. Après 7 à 8 questions, le commissaire et sa collègue arrêtent Maître Bouzeroux. Il excédait son temps, l'empêchant ainsi de souligner plus avant l'incohérence des propos de Madame Paul-Emma Aline. Cette dernière, de surcroît, affiche une attitude hautaine, agressive et méprisante. La confrontation vient à peine de se terminer que Maître Morin est déjà devant les journalistes et les caméras pour livrer sa version du déroulement de la confrontation. Il ne parle que de la cicatrice. Et les médias, à l'unisson et sans nuance, présenteront cet élément comme la preuve décisive de ma culpabilité, ajoutant contre toute vérité que la plaignante a présenté des certificats médicaux circonstanciés qui confirment ces accusations.
Les mensonges de cette dernière, ses contradictions, la date et le contenu des certificats médicaux n'intéressent pas les journalistes. Ils me souhaitent coupable et un seul élément, même tronqué, leur suffit. Maître Bouzeroux, constatant le déroulement de ce qu'il appelle à haute voix et devant les policiers une mascarade, un traquenard et une mise en scène orchestrée, me conseille de me taire désormais et de ne plus répondre aux questions de la police durant les interrogatoires qui doivent se poursuivre. À chaque question du commissaire, je répondrai donc systématiquement que, sur le conseil de mon avocat, je fais valoir mon droit au silence. L'examen du médecin sera à l'image de cette garde à vue. Le commissaire qui l'a mandaté lui a très précisément indiqué ce qu'il devait trouver, mentionnant une cicatrice d'1 à 2 cm. Le médecin, arrivé à minuit, ne se fatigue pas outre mesure. Il me demande si j'ai une cicatrice, je lui réponds par l'affirmative. Sans prendre la peine d'un examen rigoureux, il me demande de lui indiquer l'endroit. Et sans autre vérification, répond à la question du commissaire par l'affirmative. Les modalités de cet examen bâclé correspondent à la façon dont se déroulait la garde à vue. Faire vite et sciemment négliger tout ce qui pourrait perturber la conclusion à laquelle on voulait et devait parvenir. Le coupable est bien le coupable a priori désigné. Durant les 48 heures de la garde à vue, j'ai pu observer les procédés de la police. Sa connivence avec les journalistes lorsqu'il s'agit, comme c'était mon cas, d'une personnalité publique, a fortiori controversée. Les fuites étaient orchestrées de l'intérieur du commissariat, qui en assumait les conséquences, puisque celle-ci n'était fâcheuse que pour moi. En parfaite synchronie avec ce traitement, l'avocat de Madame Polema Aline n'avait aucune difficulté à ajouter sa voix à la dramatisation de cette condamnation générale. Personne ne lui reprochera de ne pas respecter le secret de l'instruction durant ses interventions devant les médias. Le commissaire se réjouissant même, devant moi et sans gêne, du succès de cette mise en scène. J'avais l'impression d'assister tantôt à un film, tantôt à une pièce de théâtre. Pendant les perquisitions qui suivirent, j'ai pu observer les policiers des 3 véhicules qui précédaient et suivaient la voiture où j'avais été installée, entourés par 2 agents armés. Ils étaient cagoulés, avec des mitraillettes bien visibles, et nous traversions la ville, toute sirène hurlante. Étais-je si dangereux qu'il faille ainsi 12 policiers cagoulés et armés jusqu'aux dents pour m'accompagner ? Quel était le but de ce dispositif impressionnant ? S'agissait-il du convoi transportant un terroriste avéré ou celui d'un homme en garde à vue dont rien encore n'avait prouvé la culpabilité ? J'avais compris le message. On voulait m'exposer à l'excès, m'impressionner et impressionner autour de moi. Qu'importait la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ? Dès les premières heures, j'ai compris qu'il s'agissait, à défaut de prouver ma culpabilité, d'exploiter tous les éléments possibles pour me couvrir d'opprobre, me salir et me présenter comme un odieux personnage. Tous les coups seraient permis. J'avais dit faire confiance à la justice. Et voilà que ses représentants prenaient un soin particulier à alimenter les médias de rumeurs et de contre-vérités concernant le dossier. Depuis les premiers jours de la garde à vue, jusqu'au moment où j'écris ces lignes, le secret de l'instruction n'a jamais été respecté. Les juges et la police m'ont souvent donné l'impression d'être satisfaits de cette exposition médiatique qui ne respectait pourtant pas mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de 30 ans, j'ai écouté et lu de nombreux témoignages de femmes et d'hommes ayant eu affaire à la justice et à la police. Le système judiciaire ne traite pas tout le monde de la même façon. Plus généralement, on y déshumanise les êtres humains
les coupables, ou présumés tels bien sûr, mais aussi les gardiens et les surveillants des prisons. Je n'eus certes pas à me plaindre d'un traitement humiliant ou faciès, d'un manque de respect des représentants de la loi ou de cette brutalité physique et psychologique dont on m'avait parlé en France, aux États-Unis et dans tant d'autres pays. Je ne subissais pas toutes ces dérives. Ces bavures et ces traitements qui sont le lot quotidien de tant de prisonniers pauvres, noirs, arabes, qui constituent la majorité de la population carcérale en France. Pourtant, on m'emmenait, on m'escortait, de façon pensée et planifiée, au cœur d'un système qui n'avait que faire de ma dignité d'homme, et encore moins de ma parole. Le commissaire avait la prudence de ceux qui font face à un individu qui a de quoi se défendre, comme il me l'avait signifié en faisant référence au fait que j'avais un avocat et que j'étais intelligent. Dans les faits, néanmoins, la machine qui s'était mise en marche broyait avec la même logique, la même froideur, la même inhumanité. Au terme de la garde à vue, on m'emmena menotté dans la Souricière, l'une des cellules situées dans les sous-sols du tribunal de Paris. J'y fus introduit vers 2 heures du matin. J'avais froid et j'étais fatiguée. Je n'avais pas pu prendre mes médicaments, confisqués avec toutes mes affaires dès le début de ma garde à vue. On m'informa que je serais enfermée là jusqu'à 10 heures au moins, heure à laquelle je verrais les juges qui m'informeraient de mon sort. J'avais entendu les commentaires elliptiques des policiers sur ce qui m'attendait. De nombreuses allusions du commissaire et de ses collègues ne laissaient planer aucun doute. Ni cette réponse d'un policier à qui j'avais demandé quand je pourrais récupérer mes ordinateurs mis sous scellés après les perquisitions. « Oh, il faut compter 1 ou 2 mois !» Il avait ajouté avec un grand sourire et en me regardant droit dans les yeux. « Et ça, si vous sortez libre !» J'avais soutenu son regard pendant quelques secondes et il l'avait détourné avec une moue entendue. Petite note. Après plus d'1 année et demie, je n'ai toujours pas récupéré mes ordinateurs, ceux de mes assistantes et les miens, ni mes téléphones portables, alors que les expertises ont été réalisées. Les juges ont refusé que mon matériel de travail me soit restitué. Certains dossiers relatifs à l'affaire, constitués avant ma garde à vue, sont évidemment inaccessibles. Impossible de surcroît de reprendre certains de mes projets d'écriture en suspens depuis mon incarcération. Ce traitement est en droite ligne avec l'attitude des juges depuis le début de l'affaire. Mon avocat a fait appel et nous attendons encore une décision à l'heure où j'écris ces lignes. Fin de la note. Après 45 minutes, je m'allongeai sur la petite banquette et mes pensées s'envolèrent. Je pensais à Dieu et à ce que j'étais en train de vivre. Je pensais à ma femme et à mes enfants, dont j'imaginais l'inquiétude et les larmes, à ma mère, hospitalisée à Genève dans un état que je savais inquiétant. Des images de ma famille et de ceux que j'aimais traversaient l'horizon devant mes yeux clos. Des larmes coulèrent sur mon visage. C'était le premier moment de calme, de paix et même de douceur que je vivais depuis 2 jours. Je me laissais aller, j'étais épuisée, sans pourtant avoir envie de dormir. J'avais besoin de chercher le sens, de retrouver mon centre, de comprendre. Soudain, m'est revenue en mémoire la formule succincte du condamné Meursault dans L'étranger de Camus, qui disait « Il n'y avait pas d'issue ». Tout se passait comme si j'étais entrée dans un univers où l'on venait de me voler ma volonté et ma parole,
mon indépendance et ma liberté. Je m'étais jusqu'alors abstenue de parler, et voilà que, au moment de m'exprimer, je n'étais pas entendue. Tout se décidait ailleurs, sans moi, contre moi, et de fait, il semblait n'y avoir aucune issue. Cette formule de Camus, en relation avec la vie comme avec la prison, m'est souvent revenue en mémoire durant mon incarcération. Je parlais intérieurement à Dieu. De façon naturelle, je me suis mise à murmurer en arabe, en psalmodiant. Le verset « Il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit mauvaise pour vous. Dieu sait et vous ne savez pas. » De la sourate 2, verset 216. Au moment où je prononçais ces mots, seule, ébranlée et triste, je prenais conscience qu'il me fallait chercher non seulement le sens de ce qui m'arrivait, mais aussi que je me dispose à en appréhender les éléments et les enseignements positifs. Je ne subissais pas une épreuve. Si douloureuse et injuste qu'elle fût, j'accédais à un enseignement et à une initiation. Je devais donc garder le cœur et l'esprit ouverts, non seulement comprendre avec l'intelligence, mais plus profondément discerner avec le cœur. J'ai répété ce verset chaque jour de mon incarcération, plusieurs fois, avec profondeur, avec tristesse et toujours avec confiance. Seul, dans cette cellule, au seuil de près de 10 mois de mise à l'isolement, je n'étais pas seule.